Les architectures d'hybridation sont assez nombreuses et complexes. Bon, pour le client final, ça parle pas beaucoup, puisque la voiture hybride ou électrique, déjà, ils font pas très bien la différence. Mais pour nous, les ingénieurs, c'est très différent. Vous avez en gros deux sortes d'hybridation. L'hybridation où vous couplez un moteur thermique et un moteur électrique, et l'hybridation rechargeable où en plus de ça, vous pouvez remplir des batteries électriques de façon conséquente pour faire du roulage électrique sur 30, 40, 50, 60 km. Donc on appelle d'un côté les hybrides, de l'autre côté les hybrides rechargeables. Ça, ce sont les deux types d'hybrides qui sont en train de se déployer. Les seconds, les hybrides rechargeables, plutôt pour les véhicules premium et les véhicules grands rouleurs. Et les premiers, les hybrides, ce qu'on appelle plutôt des hybrides doux, plutôt pour les voitures intermédiaires du type segment B ou segment C. Euh, Au-delà de ça, il y a une architecture technique à l'intérieur. Donc il y a beaucoup d'évolutions qui se passent, qui consistent à localiser la machine électrique quelque part dans la chaîne de traction. L'hybridation la plus simple consiste à mettre la machine électrique à la place de l'alternateur sur la courroie. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un P0. Et ça permet de faire une hybridation douce peu chère, ce qu'on appelle l'hybridation abordable. Après, la machine électrique a intérêt, pour des raisons de rendement, à être le plus proche possible de la roue. Parce que quand vous voulez récupérer l'énergie cinétique au freinage, bon, vous avez moins de pertes si la machine est plus proche de la roue. Et donc on voit beaucoup d'hybridations qui se développent autour de la boîte de vitesse, où en fait la machine électrique se met soit à l'intérieur de la boîte de vitesse, soit à l'extérieur, soit éventuellement sur le train roulant. Ce qu'on appelle des architectures P2, P3, P4 dans notre jargon. Et donc on voit beaucoup de gens qui travaillent sur tout un tas d'architectures spéciales, avec notamment un autre jargon qu'on utilise aujourd'hui qui s'appelle les DHT, les Dedicated Hybrid Transmissions, qui est le sujet à la mode du moment, où nos constructeurs développent des transmissions, donc des boîtes de vitesse hybridées, dédiées spécifiquement à faire une hybridation efficace pour permettre de gagner plus en CO2 et gagner plus en consommation. Les écarts entre les marchés sont presque historiques, on va dire. Les États-Unis, par exemple, ont une tradition de véhicules hybrides depuis assez longtemps, grâce aux Japonais au début, mais après avec Ford, GM qui les ont suivis, parce que c'était des voitures qui consommaient beaucoup et l'hybridation apportait un gain immédiat. L'Europe n'était pas très hybride jusqu'à un certain temps, où là maintenant ça commence à démarrer assez fort pour les réglementations CO2. L'hybride rechargeable est une invention qui a été portée à la fois par l'Allemagne pour permettre de conserver des gros moteurs performants pour l'autoroute tout en permettant un roulage électrique dans les villes, et aussi par la Chine qui cherchait aussi à faire à peu près la même chose là-bas. Donc on voit que les marchés ont eu des logiques soit historiques, soit d'usage, soit politiques, qui ont amené à une distribution un peu différente des technologies. Au final, ce qu'on gardera, c'est que les technologies sont à peu près les mêmes. L'hybride tout court et l'hybride rechargeable, c'est les deux grandes familles. Et après, ça se distribue avec des vitesses plus ou moins fortes en fonction des histoires des différents marchés. Alors, on peut s'attendre sur les machines électriques à une évolution plutôt vers les moteurs synchrones à aimant permanent, qui sont les plus efficaces. Un des problèmes majeurs que va rencontrer l'électrification et l'hybridation dans les 10 ans qui viennent, entre 2020 et 2030, ça va être d'améliorer l'efficacité pour améliorer l'autonomie des voitures électriques. Et donc vous avez besoin d'avoir des machines de plus en plus efficaces. Les machines synchrones à aimant permanent sont parmi les plus efficaces de la technologie, beaucoup plus que les machines asynchrones qui ont été les premières qui ont été utilisées sur les voitures électriques. Donc là, tout le marché est en train de basculer vers ça. En plus de ça, il y a une autre tendance qui est d'essayer de faire ce genre de machine en essayant de se passer d'aimant, c'est-à-dire faire des machines qu'on appelle à rotor excité. Vous avez un très bon exemple avec Renault qui l'a fait sur la Zoé, parce que ça permet de faire à peu près la même performance. C'est un petit peu plus gros en taille, mais ça permet de faire à peu près la même performance, mais en s'affranchissant des aimants et donc des terres rares. Et vous connaissez tous le problème des terres rares et de l'approvisionnement des terres rares, qui est un vrai problème géopolitique. Donc ce qu'on voit, c'est vraiment des machines plutôt synchrones, avec ou sans aimant, on va dire, qui viennent. Ces machines vont être euh, développées de façon assez pointue. On peut croire qu'un moteur électrique, c'est simple. En fait, c'est pas si simple que ça. Alors on pourrait croire que c'est simple parce que ça fait des centaines d'années qu'on fait des moteurs électriques, ou plus de 100 ans qu'on en fait. Mais en fait, l'application d'un moteur électrique à une voiture demande plein de petits détails
pour que ça soit silencieux, pour que ça fasse pas de broutement, pour que ça puisse être efficace, pour que ça puisse être bien refroidi, etc., qui font qu'il y a beaucoup d'améliorations qu'on va encore faire dans les moteurs électriques dans les années qui viennent. Donc là, on n'en est qu'au début, puisqu'il y a encore assez peu de voitures électriques sur le marché. Elles sont en train de démarrer toutes maintenant. On est sur la première vague de technologie. Mais on peut imaginer que dans les 10 ans qui viennent, cette technologie va se raffiner et que notamment l'efficience des moteurs va gagner encore 3, 4, 5, 6 points de rendement dans les 10 ans qui viennent. Alors il y a pas mal d'acteurs, ou en tout cas d'acteurs qui aimeraient l'être. Donc probablement il va y avoir un peu de changement dans les marchés. Il est vrai que là, les acteurs automobiles traditionnels faisaient des moteurs thermiques, donc ce n'étaient pas des spécialistes de moteurs électriques. Il y avait des équipementiers comme nous qui fabriquions déjà des moteurs électriques et donc pour lequel, qui revendiquent une légitimité sur le marché. Vous avez aussi d'autres acteurs, donc des acteurs industriels par exemple, comme Siemens, ABB ou des gens comme ça, ou Nidec, qui essayent de rentrer sur le marché par l'expérience qu'ils ont des moteurs industriels pour apporter cette expérience à l'automobile. Et puis vous avez tout un tas de nouveaux acteurs rentrants qui viennent de nouveaux marchés, dont notamment les Chinois par exemple, qui ont développé toute une industrie du moteur électrique, là aussi à vocation industrielle ou autre, et qui essaient de rentrer sur le marché de l'automobile. Donc les cartes sont pas mal rebattues entre un marché, on va dire, avant 2020, qui est un marché de moteurs thermiques, où là il y avait vraiment des spécialistes de moteurs thermiques, qui étaient pour une grande partie les constructeurs eux-mêmes, et puis quelques acteurs un peu indépendants, notamment dans le camion, comme des Navistar, des Cummins, des Perkins, des gens comme ça. Alors que là, on va retrouver finalement une nouvelle donne. On va retrouver des équipementiers comme nous, par exemple. Donc là-dedans, vous avez Valeo, vous avez Bosch, vous avez ZF, vous avez Continental. Vous allez trouver des nouveaux entrants chinois et vous allez trouver des industriels qui vont essayer de rentrer. Et vous allez trouver aussi les constructeurs automobiles qui essayent eux aussi de reprendre la main sur les moteurs en fabriquant des moteurs en interne. Donc la compétition est beaucoup plus féroce, on va dire. Et donc forcément, il va y avoir une décantation du marché. Tous ces acteurs-là ne resteront pas tous. Dans 10 ans, il y en aura certainement beaucoup moins. Le marché se sera stabilisé. On voit beaucoup d'accords, de technologies qui se passent, ou même de co-entreprises. Un bon exemple, c'est la co-entreprise entre PSA et Nidec, typiquement, pour faire les moteurs internes, les moteurs chez eux en interne, à Trémery, je crois. Vous en avez d'autres qui sont un peu de même nature. Et donc, en fait, on voit bien que le jeu est en train de se refaire complètement. Nous sommes leaders mondiaux des systèmes électriques dans les voitures aujourd'hui. Et donc, nous n'avons aucune intention d'abandonner ce rôle de leader. Notre problème, c'est la transformation d'un business qui était historiquement lié au moteur thermique vers des moteurs électriques. Ce que nous faisons, c'est que nous essayons de transformer notre entreprise d'un leader de machines, de petites machines, vers un leader de système de propulsion complet. Donc, nous avons travaillé sur plusieurs axes, à la fois sur les moteurs, sur l'électronique, sur les boîtes de vitesse, sur le système, sur le logiciel de contrôle du système, de façon à apporter la compétence que nous avions sur la fabrication des machines et des électroniques qui étaient associées, couplée maintenant à la capacité de délivrer des systèmes complets de propulsion. Donc en France, on a des usines qui fournissent aujourd'hui des petites machines, qui vont fournir demain des moteurs électriques et des systèmes hybrides. Bon, il n'y en a pas qu'en France, on en a aussi dans le monde entier, puisque nous avons des usines dans le monde entier. Mais en France, c'est important pour livrer nos clients européens, notamment. Et ce n'est pas uniquement des usines de moteurs, c'est aussi des usines d'électronique et aussi des usines de boîtes de vitesse. Donc tout ça, c'est un nouveau footprint industriel qui est en train de se mettre en place, où on essaie de transformer nos usines de l'ancien monde vers le nouveau monde.